Alors d'abord, merci à l'IFPEN, parce que j'ai eu l'occasion, étant très jeune, de venir dans cette noble maison, mais c'était sur d'autres carburants. Et donc aujourd'hui, merci à France Mobilité Biogaz pour son anniversaire de m'avoir invité et pour essayer de donner une perspective, sur, j'allais dire, le monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Alors, c'est important parce que la première chose que je vais faire, c'est de rappeler quand même le sujet de la résilience. Alors, je sais que nous avons des spécialistes de la résilience ici, politiques, et c'est important. Et il faut toujours travailler sur ses convictions, parce que je pense que c'est ce qui tient. Le monde n'est pas quelque chose de facile, il y a toujours des vents contraires, mais il y a quand même quelques fondamentaux. Alors, si on revient un petit peu, juste pour vous expliquer que pourquoi la mobilité est quelque chose auquel je suis très attentif, je suis fils de dieseliste. Donc pour vous dire aujourd'hui, quand je viens à France Mobilité Biogaz, c'est toujours important de voir que les choses évoluent et que c'est bien aussi d'accompagner le monde dans lequel on est. La FGNV, c'est 94, donc on est sur nos 30 ans. À l'époque, moi j'ai pris la tête de Genver, ça doit être dans les années 98-99. Jean-Charles, que je connais bien, y est aujourd'hui. La problématique qu'on avait, c'était pas un problème de défossilisation, c'était un problème de qualité de l'air. Je rappelle que dans les centres-villes, on avait nos bus qui avaient des bonnes fumées noires. Tout le monde a oublié ces fumées noires que tout le monde appréciait fortement, surtout quand on promenait nos enfants. Et moi, à l'époque, je travaillais dans des grandes maisons où on s'occupait d'infra. Et les élus me disaient, mais il faut vraiment qu'on a un vrai problème. On a des problèmes de montée dans les hôpitaux, des gamins qui ont des problèmes d'asthme, etc. Et il faut absolument trouver des solutions. Et donc, on s'est mis à plusieurs, on a trouvé des solutions. Et on a commencé à développer différentes carburants alternatifs. C'était à l'époque le GNV, et y compris l'hydrogène, hein, puisque le premier bus qu'on avait testé à l'hydrogène, c'était à Dunkerque. C'était dans les années 2000. 15 ans plus tard, donc vous voyez à peu près le pas de temps, on a eu le bio-GNV qui est apparu en France après l'Allemagne, où on s'est dit c'est quand même bien de développer une énergie qui soit verte et qui, au-delà d'améliorer la qualité de l'air de nos villes, permet de contribuer aux fameux gaz à effet de serre qui commençaient à poser vraiment problème, et sur le plan sociologique que tout le monde commençait à avoir des impacts. Et donc je note d'ailleurs que c'est dans la même période que l'IFP est passé IFP-EN. Et c'est important parce que c'est vraiment, on voit bien que dans des maisons comme celle-ci, on accompagne des mouvements, et c'est toujours par la technologie qu'on cherche des solutions. Et je pense qu'il faut toujours garder à l'espoir, les ingénieurs et les techniciens sont quand même des gens qui adorent les problèmes, parce que quand vous leur donnez un problème, ils cherchent des solutions. Mais si vous leur donnez la solution, ils cherchent plus à les résoudre, et ils ont tendance à abandonner certaines idées, et c'est toujours malsain pour la communauté, parce que je pense que c'est la pluralité des solutions qui fait qu'on est meilleur dans son domaine. 2016, vignette critère 1, on revient sur les problèmes de ZFE. Donc là, on est dans la contrainte. On change de domaine, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un problème de timing. On commence à se rendre compte que ça devient vraiment urgent. Et là, on commence à rentrer en contrainte. Donc, on a deux solutions. C'est soit on donne des objectifs et on dit aux différentes filières, on vous met en compétition et soyez les meilleurs. Et là, on tire tout le monde vers le haut. Et donc, c'était le principe des critères 1. On dit, voilà, on met des objectifs de décarbonation, et maintenant, tous ceux qui passent pas le seuil, ils viennent pas. Ça a été vraiment une grande tendance, et ça a été une tendance qui était plutôt bonne au départ. Et puis, malheureusement, en 2022, on a un événement politique qui est venu percuter tout ça, qui a été un choc. Alors après, l'histoire dira si c'était un drame, ce qui est sûr sur le plan humain, mais une opportunité pour l'Europe. On a eu la crise ukrainienne. Alors la crise ukrainienne, dans la filière gazière, nous, ça a eu deux impacts. Il a fallu qu'on fasse changer nos tuyaux de sens. Le gaz venait beaucoup de l'Est, il a fallu faire venir de l'Ouest, hein, donc on a inversé le flux, toutes les infragaz sont rentrées là-dedans. On s'est rendu compte sur le plan politique que le gaz occupait quand même beaucoup, contribuait beaucoup au mix énergétique, parce que sans gaz, il n'y avait pas d'électricité. Mais il y a eu un excès dans le sens où, sur le plan politique, et ça peut se comprendre, et c'est pour ça qu'il faut toujours être humble sur la difficulté de gérer la politique, hein, notamment sur des sujets aussi sensibles, puisque
face à le gaz était associé à la Russie, et donc on a confondu le gaz russe avec le gaz en général, avec les qualités intrinsèques du gaz et des différentes énergies d'ailleurs. Et donc on a dit, il faut plus de gaz. Et donc là, les Chinois ont proposé une excellente solution, c'est on va mettre du tout électrique. Et on est parti bille en tête, où on a dit, ben on va carrément figer, on va dire tout élec. Voilà. Et comme je vous l'indiquais, à partir du moment où on fixe une solution, surtout à des gens ne connaissant pas forcément leurs contraintes et leur diversité, eh ben on emmène un peu tout le monde dans le mur. Et je pense que l'actualité, malheureusement, qui est en train de se traduire dans l'industrie automobile française, allemande et partout européenne, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir laissé les industriels faire les choix pour répondre à des objectifs, et je reviendrai sur la défossilisation, la décarbonation, on a amené un peu tout le monde dans des choix qui sont vraiment dramatiques parce que les gens ne savent plus très bien, on n'a plus le sujet. Par contre, en 2023, on a une lueur d'espoir, merci monsieur le député encore, sur la tiare verte, parce qu'en France, on a quand même reconnu de dire, bon, c'est quand même bien, parce que ce que l'on ne sait pas et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la France a le premier potentiel de production de biomasse. Et donc, c'est quand même un super atout. On a le super atout de notre parc nucléaire, parce que ça serait quand même difficile de se décarboner si on ne l'avait pas. Et de la même façon, on a un super atout qui est le potentiel biométhane. Alors, pourquoi c'est important de le souligner? Parce que la crise ukrainienne a fait comprendre deux choses, et les accords de Paris qui sont rentrés, qui ont fait l'objet des discussions, et le représentant de l'Eurogaz en a reparlé, c'est qu'on va devoir faire, si on écoute le Conseil mondial de l'énergie, il va falloir qu'on trouve 50% d'énergie en plus, il va falloir produire 50% d'énergie en plus d'ici 2050, ayez-le en tête, tout en supprimant le charbon, et donc on va tous se retrouver à devoir retrouver, enfin, je dirais, des sources d'énergie, des productions d'énergie, qui sont le moins carbonées possible, je le répète, le moins carboné possible, et donc devoir aller chercher sur son propre sol ou sur un marché international des énergies qu'on ne va pas avoir autant de facilité à produire et qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Et donc effectivement, je pense que plutôt que de parler de décarbonation, et je reviens sur la défossilisation parce que on a eu un sujet de souveraineté en Europe, et on va voir que tous les débats qui vont apparaître sur la crise industrielle, notre problème de performance économique, quand on parle de défossilisation, c'est bien la décarbonation et en même temps la souveraineté. C'est bien la somme des deux, et c'est ça qu'il faut vraiment pousser, tout en maintenant une compétitivité par rapport à d'autres plaques continentales qui, enfin, je dirais, pour leur bonheur, ont des ressources et pour lesquelles nous, on est en pleine compétition industrielle. Alors, quelle est l'importance de la mobilité dans la filière gazière? Ben, c'est la même que dans la société civile. Vous regardez ce qui se passe sur nos autoroutes. Et le nombre de camions qui y circulent, enfin ici les représentants du secteur du transport le savent bien, on dit que le secteur du transport ne s'est pas décarboné. Alors moi je dis qu'il faut simplement regarder ce qu'on demande. La société demande maintenant qu'on livre tout à domicile plutôt que se déplacer, j'allais dire, dans les magasins. On a une demande du transport qui a augmenté de quasiment de 30%, et les émissions n'ont pas bougé. Ça veut dire que si on a plus fait de kilomètres, on a quand même réalisé une décarbonation. Donc, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ça, c'est un point important. Par contre, ça va pas assez vite. Et effectivement, quand on regarde l'ensemble des secteurs industriels, la mobilité pose un problème parce que c'est pas simple et on va avoir besoin d'absolument tout. Alors, je rappelle juste quand même que la mobilité, c'est notamment transport et personnes, ça contribue à 10% du PIB du pays. Hein. Donc c'est juste, on parle des agriculteurs qui nourrissent, vous enlevez l'impact du transport, tout est bloqué. Et dans le transport, c'est transporter la nourriture principalement, je sais plus, je crois que c'est un peu plus de 30%, tout ce qui est comestible, et 30% du reste, c'est tout ce qui sert à la construction. Donc on voit bien que c'est absolument essentiel. Et face à ces deux sujets-là, on a dans la filière biogaz, enfin GNV et biogaz, la nécessité d'apporter des solutions pour évidemment trouver tout ce que l'on peut. Et notre combat depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, ça a été de construire un écosystème qui permettait d'apporter des solutions à nos clients. On a beaucoup parlé de neutralité technologique. Je pense qu'il n'y a rien, il n'y a personne de mieux placé dans une entreprise pour choisir l'outil dont il faut. Il y a des représentants ici de grands groupes, j'en ai en face de moi.
ils vous le diront, il n'y a pas de solution magique. Il y a des solutions pour des problèmes et pour des clients dans des contextes donnés. Donc, évidemment qu'il va falloir de l'électrique, évidemment qu'il va falloir du biogaz, évidemment qu'il va falloir des biocarburants. Et je pense que là aussi, on a une vision très française, mais pensez au nombre de camions, de plaques européennes qui passent à travers notre pays. Ça m'étonnerait que si nous choisissons un carburant unique qui concerne toute l'Europe, je pense qu'on n'est pas prêt de se décarboner. Donc, je pense qu'on va avoir un vrai mixte. Ça, c'est une réalité qui va s'imposer à l'Europe. On va avoir une problématique économique. Donc ça, c'est un sujet de protection ensuite de notre industrie, de nos secteurs industriels. Mais c'est un vrai sujet. Alors pour nous, on peut quand même se féliciter d'avancer, parce que c'est un cadeau d'anniversaire quand même, 30 ans, donc c'est bien de pointer les points positifs. Aujourd'hui, on est à 4,6 TWh de consommation en gaz dans la filière, dont un tiers aujourd'hui est du bio-GNV. Et là encore, j'entends beaucoup de gens qui me disent « mais le secteur du transport, est-ce qu'il veut vraiment se décarboner ?» Ce que je vois, c'est que sans obligation, aujourd'hui, le taux de bio-GNV augmente considérablement. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça répond à des besoins et que on essaye de résoudre les sujets de nos clients. Concernant le nombre de véhicules, Erwan l'a cité, tous les secteurs sont en croissance en termes de nombre d'immatriculations. Alors il y a des secteurs qu'on connaissait très fort, c'était les transports de personnes, notamment au niveau des bus en cœur de ville. Mais quand je parle au niveau des tracteurs, quand on voit 18% de hausse, en autobus plus 12, les autocars plus 21, on a quand même une vraie appétence, comme le fait que la solution GNV, bio-GNV est une solution qui répond aux clients et au monde du transport, qu'il soit de personnes ou de marchandises. Et ça, c'est un état de fait parce que je rappelle que la France est en retard pour 2030 dans ses objectifs. Donc si on ne laisse pas les utilisateurs, les industriels choisir la meilleure façon pour se décarboner et à la vitesse qu'ils le souhaitent, je pense que c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Je fais souvent un parallèle avec les JO. Heureusement qu'on n'a pas eu les textes européens et français pour gagner les JO, parce qu'on aurait indiqué aux athlètes comment faire pour gagner les médailles. Je rappelle juste que pour les JO, on a fixé une personne et un groupe dont le boulot était de simplifier le métier des athlètes pour qu'ils puissent gagner des médailles. Et je pense qu'on devrait faire la même chose dans le secteur économique, c'est-à-dire plutôt de dire laissez les gens travailler, simplifier leur la vie. Je pense qu'il y aura des textes de loi qui devraient arriver prochainement, monsieur le député, vous le savez, on en parle souvent. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et s'il doit y avoir une concorde dans ce pays, c'est bien sur la simplification. Et je pense que là, il y a moyen de rassembler tout le monde pour simplifier la vie de tout le monde. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Oui, j'espère. J'espère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le parallèle avec les JO est quand même important. On peut pas, enfin, c'est bien ceux qui sont à la manœuvre dans leur métier qui doivent choisir les solutions les meilleures pour répondre à des objectifs. Et en plus, on est en France. Donc, je rappelle quand même qu'en France, il suffit qu'on veuille vous envoyer sur une solution pour qu'instinctivement, le caractère français vous dise non. Je rappelle les vaccins. Il faut vous vacciner. La réponse est non. Il n'y a pas assez de vaccins. Vous avez la queue à la pharmacie pour que tout le monde se fasse vacciner. Donc, c'est important de montrer que se décarboner ou se défossiliser, c'est bien, mais je pense qu'il faut offrir le maximum de solutions. Et c'est vraiment ça qu'on va défendre. Enfin, vous l'avez très bien dit, je ne vais pas le répéter, au niveau européen. Pour nous, dans les infras, sur les secteurs qui concernent, on avait un vrai sujet qui était un vrai défaut, c'était le nombre de stations. C'est un bon indicateur, c'est-à-dire que quand vous installez, vous tirez des tuyaux et que vous installez des stations d'approvisionnement en GNV ou bio-GNV, eh ben c'est simple, on en a ouvert 85 encore cette année. Il y a encore des efforts, mais grosso modo, on est, enfin moi pour souvenir, en 2013, on devait en avoir quasiment une centaine, on doit être à 700 aujourd'hui, moitié privé, moitié public, et on en a à peu près encore, on est sur un rythme d'une centaine par an, puisque l'objectif c'est d'être à peu près à 700, donc le même nombre, mais totalement public d'ici 4-5 ans, et donc en tout cas les projections de CAPEX sont au rendez-vous à date. Le deuxième point qui est important, c'est, bon, on a la solution technique, les moteurs fonctionnent bien, on a même des gens qui travaillent sur des moteurs optimisés. Si vous vous rappelez, Vision, c'est Vision Transport, je crois, ou Vision Automobile, c'est une start-up dans le sud-ouest qui travaille sur un nouveau moteur optimisé avec un rendement extrêmement haut. Donc comme quoi, là aussi, en termes de technologie, on n'est jamais à l'abri d'une très très bonne surprise. Nous, on a deux sujets qui nous importent. On a parlé de la production de biométhane en termes de potentiel. Alors, dans la PPE, elle peut avoir beaucoup d'inconvénients, de tout ce que l'on veut. Elle a un avantage sur notre filière, c'est que le cap politique a quand même été fixé. On nous demande de faire x4 d'ici 2030.
Donc il n'y a pas de problème de potentiel, je le rappelle, c'est pas un sujet, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de problème d'infra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tire les tuyaux parce que ça coûte pas cher de tirer du polyéthylène en pleine campagne, et on répond à une demande du monde agricole, et on n'a vraiment pas de problème. Pour tout vous dire, je faisais un point là ce matin sur le potentiel de projets qui est actuellement dans le pipe en termes d'approvisionnement. On est à 24 téra, c'est-à-dire 2 fois la production aujourd'hui injectée dans les tuyaux. Donc on en a encore 2 fois. Donc on en consomme 4, on en a 12 aujourd'hui, enfin 13 maintenant puisqu'on avance, et il y en a 24 dans le pipe qui arriveront dans les 3 ans. Donc c'est quand même pas négligeable, et on devrait être aux alentours de 50 en 2030. Le deuxième sujet, donc on n'a pas de problème. Donc la simplification, c'est comment on simplifie la réalisation des projets. Et le deuxième sujet, c'est comment on simplifie et comment on reconnaît le carburant. Alors tant au niveau européen, je vais pas revenir sur la table ronde précédente, mais au niveau français, on a un sujet puisque on a un peu surtranscrit les directives européennes, notamment sur la fameuse méthodologie BGES, qui est on demande en gros dans vos bilans carbone d'intégrer ce que vous faites pour montrer que vous vous décarbonez. Le problème, c'est que on a aujourd'hui surtranscrit et on n'a pas surtout utilisé la bonne méthode. C'est-à-dire que si on suit la directive européenne, il faudrait vraiment que ça soit une méthodologie marketplace. Et donc, dans ce cadre, France Gaz va accompagner FMB pour défendre le fait que d'abord, et c'est le même discours qu'on a côté MEDEF, il s'est largement exprimé sur le sujet, c'est ce qu'on appelle le fameux CSRD, c'est-à-dire l'obligation dans les entreprises de modéliser dans leur rapport de gestion leur bilan carbone. Nous, clairement, on va se positionner sur le fait de laisser l'entreprise choisir le modèle de référentiel. C'est soit CSRD, et la plupart d'entre vous, vous avez des clients qui sont européens et autres, donc c'est pas forcément la méthodologie française que les Allemands ou les Italiens ou les Hollandais vont comprendre. Donc CSRD, c'est une méthodologie qu'on a au niveau européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle soit accompagnée avec donc un référentiel CSRD avec une méthodologie marketplace qui vous permettra clairement de rendre cohérente l'achat de vos énergies défossilisées avec le niveau de décarbonation que vous afficherez vis-à-vis de vos clients et qui sont d'un des critères de choix pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça, c'est le point important. Donc moi, hormis l'instabilité politique, on voit bien, et on l'a répété dans la précédente table ronde, on a 2 niveaux. On a un niveau européen où là, c'est un sujet, on n'a pas de problème au niveau européen sur le volume de biogaz souhaité, parce qu'au niveau européen, on nous demande de faire 350 TWh, je le rappelle, de bio-GNV, enfin de biogaz. Donc une partie ira dans la mobilité. Donc on a un gros objectif au niveau européen. Par contre, on a un sujet effectivement de meilleure prise en compte de neutralité technologique et de prise en compte des différents carburants, j'allais dire alternatifs à l'électricité. Et on espère tous, mais on va y travailler avec Eurogaz, à ce que ces sujets-là soient vraiment rapidement, j'allais dire, mis sur la table et traités dans les 2 ans, parce que ça répond à une réalité économique, parce que je pense que la décarbonation, on peut se la tourner comme on veut, on va devoir y aller. On a un vrai sujet de compétitivité, mais il faut essayer de concilier toujours ces 2 aspects. Donc ça, c'est notre combat européen, et c'est des choses là-dessus, il n'y a pas de raison que ça change. Et le deuxième sujet au niveau français, c'est vraiment les 2 aspects. On n'a pas de problème sur le carburant. On a un problème de reconnaissance, on a un problème de simplification, tant à la production que dans la déclinaison du bilan carbone des entreprises qu'on poussera avec le MEDEF. Voilà, et donc sur ce point, je voudrais encore remercier FMB pour tous les efforts, tous les acteurs, Eurogaz, l'IFPEN quand même, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est motorisation, parce que le moteur thermique, comme le disait monsieur le député, je pense qu'on en est loin de signer son enterrement. Quand je vois que les Coréens et les Américains travaillent, mais les Français aussi, sur un moteur hydrogène, il y en a un qui tourne en France à Lyon, paraît-il, donc il faut que j'aille le voir, celui-ci. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir plein d'autres carburants, et ça, c'est une bonne chose. Nous, on a une solution qui est facile, qui permet de décarboner rapidement et de gagner les Jeux Olympiques de 2030 en termes de bilan carbone. Et je pense que ça serait une véritable bêtise de s'en passer. Donc, vous pouvez avoir l'assurance que France Gaz accompagnera par ces actions toujours FMB et notamment aux adhérents qui sont les transporteurs et les principaux utilisateurs de cette énergie dans l'activité et dans la défense des textes pour nous simplifier la vie. Voilà, merci messieurs, dames.